Après Bergeron et Ségui, Charpentier à Matignon. Les grands dossiers de Raymond Barre, aujourd'hui l'emploi. Georges Ségui et Edmond Maire, la vraie rentrée sociale. Entre Zurich et l'Afrique, Kissinger à Paris. Le MiG-25 au Japon, secrets et problèmes pour l'Occident. C'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire que nous allons vous raconter et qui fera tout à l'heure la trame de notre dossier en fin de journal est une histoire assez étonnante. C'est celle d'un cadeau tombé du ciel, un cadeau pour les Occidentaux. C'est un MiG-25, un avion chasseur soviétique qui a 11 ans, mais que l'on n'avait jamais vu de près. L'homme qui a fait ce cadeau à l'Occident est un pilote soviétique qui voulait quitter son pays pour demander l'asile aux États-Unis. Il l'a fait, et tout naturellement, à bord de son propre avion. Mais comme bien sûr, il ne pouvait pas voler impunément pendant des milliers de kilomètres, il s'est arrêté au Japon. Et là, pendant plus de 2 heures, on a vu ce spectacle étonnant d'un avion ultra secret offert à la curiosité de tous, jusqu'à ce que pudiquement, on ne le recouvre de modestes bâches. Déjà, on le cache, véritable aubaine pour les Occidentaux hier, aujourd'hui épineux problème diplomatique pour le Japon. Que faire de l'avion? L'ambassade soviétique à Tokyo le réclame, mais Moscou reste muet. Réponse des Japonais, le MiG a violé notre espace aérien, nous devons d'abord faire une enquête. Voici le pilote, le lieutenant Belenko, geste prémédité, dit-il, je voulais fuir une Russie tsariste où ne règne toujours aucune liberté. Avait-il délibérément choisi le Japon comme point de chute? C'est moins sûr, le manque de carburant expliquerait son atterrissage en catastrophe. Déjà, les États-Unis lui ont accordé l'asile politique et les Japonais autorisé son départ. Le Mi-25 lui-même est maintenant sous bonne garde, mais sa présence en territoire nippon vient singulièrement compliquer des rapports déjà difficiles entre... Raymond Barre avait peut-être raison de jouer les Bernardo, ce fidèle serviteur de Zorro qui avait, entre autres, la particularité d'être muet. Car ce mutisme, qui se confirme sur le détail de son plan anti-inflation, ce mutisme a au moins pour lui l'avantage d'intriguer et même de diviser les syndicats. C'est encore plus net depuis aujourd'hui. Nous reparlerons tout à l'heure de la farouche opposition de Georges Ségui et du jugement sans complaisance d'Edmond Maire. Leur attitude tranche en tout cas assez nettement avec celle d'André Bergeron et d'Yvan Charpentier. Hier, Force ouvrière avait paru rassérénée par le désir du Premier ministre de maintenir la politique contractuelle. Aujourd'hui, la CGC, par la voix d'Yvan Charpentier, s'est elle aussi réjouie de la poursuite de cette concertation. Depuis 2 semaines, le temps était à la grogne chez les cadres. À l'origine, l'impôt de solidarité. Sur ce point, Yvan Charpentier et ses amis n'ont obtenu aujourd'hui que peu de précisions. Mais leur démarche avait aussi un autre but. Les cadres commençaient en effet à bien s'entendre avec Jacques Chirac et ils redoutaient que le changement de gouvernement ne les oblige à reprendre à zéro leurs négociations. Ils semblent avoir obtenu des assurances de Raymond Barre. Nous avons eu de sa part l'annonce qu'il reprenait avec nous la concertation là où nous l'avions laissée avec son prédécesseur, de telle sorte que nous puissions conclure dans les délais qui avaient été convenus, c'est-à-dire avant le 18 septembre. Le Premier ministre n'a pas voulu davantage nous dire les mesures qu'il avait arrêtées, mais nous avons souligné qu'il y avait des limites à la solidarité et que d'autre part, la manière dont seraient assurées les recettes pour cette solidarité serait fondamentale également quant à notre attitude. Voilà donc Raymond Barre au milieu du gué. Il a déjà reçu une première fournée de partenaires sociaux. Il lui reste encore à voir dans les 3 jours à venir les patrons, petits et grands, les enseignants, la CFDT et la CFTC. Mais quel que soit l'interlocuteur, les dossiers restent les mêmes. Ensemble, nous essayons depuis hier, et nous continuerons tout au long de la semaine, d'ouvrir ces dossiers épineux de Raymond Barre. Aujourd'hui, l'emploi. Le problème a un petit peu perdu de son acuité en ce moment, mais de loin, humainement, il reste bien sûr de tous le plus douloureux. Car le côté pile de l'emploi, nous le savons, c'est le chômage. Emploi, chômage, les données du problème. L'inflation a repoussé au second plan des préoccupations syndicales le problème de l'emploi. Pourtant, la situation reste difficile. Fin juillet, 808 000 demandeurs d'emploi, soit environ 4% de la population active.
Ce sont les jeunes de moins de 25 ans et les femmes qui constituent l'essentiel de la population à la recherche d'un travail. Cependant, depuis le début de l'année, la situation s'améliore lentement. Les demandes d'emploi ont diminué de 20% et parallèlement, les offres ont progressé de 50%. Le temps mis pour retrouver un emploi est actuellement en moyenne de 5 mois. Mais un demandeur sur 3 retrouve en général un travail en moins de 3 mois et les jeunes se placent plus facilement que les adultes. 1 sur 2 retrouve ou trouve un travail en moins de 3 mois. La situation est très différente selon les secteurs professionnels ou les régions. Si dans l'industrie, on trouve une offre d'emploi pour 4 demandes, dans les services, les bureaux par exemple, où les femmes sont très nombreuses, on n'en trouve plus qu'une sur 10. Paradoxe, les chefs d'entreprise se plaignent de ne pas pouvoir embaucher, faute de candidats qualifiés ou non. La situation est également différente selon les régions. Dans les régions industrialisées comme la Lorraine ou la région parisienne, le chômage est moins important que dans les régions peu industrialisées comme la Bretagne, la Provence-Côte d'Azur ou le Midi-Pyrénées. La tendance à l'amélioration constatée au cours des derniers mois est le reflet de la reprise économique qui s'est manifestée au cours du premier semestre 1976. Maintenant, tout va dépendre du rythme d'expansion de l'automne et de savoir également si les chefs d'entreprise vont se décider ou auront les moyens d'investir, c'est-à-dire de s'équiper et de créer de nouveaux postes de travail, notamment pour les jeunes qui, comme chaque année à pareille époque, arrivent sur le marché à la recherche d'un premier emploi. Ils seront encore cette année 600 000. C'est l'un des enjeux de la rentrée sociale entre Raymond Barre et les syndicats. Demain, troisième dossier de Raymond Barre, l'inflation. Je vous disais tout à l'heure que l'attitude de la CFDT et de la CGT face à Raymond Barre était très éloignée de celle de Force ouvrière et de la CGC. Et on a encore eu un nouvel exemple aujourd'hui avec ce que l'on peut appeler la rentrée de Georges Ségui et de Montmaire. Pour les deux hommes, il s'agit un petit peu de prendre le moral des troupes, de les galvaniser au besoin, mais les deux syndicats l'ont fait en ordre dispersé. La CGT à Saint-Ouen, près de Paris, et puis la CFDT à Lyon. Coïncidence ou neutralisation voulue du concurrent? Toujours est-il qu'au-delà de cet accroc, le ton des deux centrales était quand même assez semblable. Devant les militants de la région parisienne, Georges Ségui n'y est pas allé par 4 chemins. Pour le secrétaire général de la CGT, le replâtrage ministériel dissimule la crise du régime. Cela le rend vulnérable, dangereux, et M. Barre va tout droit à l'échec. Mais Georges Ségui ne ferme pas la porte à la négociation avec le gouvernement. L'important, pour lui aussi, c'est la lutte contre l'inflation. Pour réaliser ces objectifs, nous sommes prêts, même avec ce gouvernement et ce patronat réactionnaire, à engager notre responsabilité, toute notre autorité et à signer tout accord en conséquence. Mais il est vain d'attendre de nous que nous souscrivions à de nouvelles mesures d'austérité dirigées contre les travailleurs, pendant que les gros privilégiés du régime continuent à s'enrichir scandaleusement. Si le gouvernement veut obtenir l'accord de la première centrale syndicale pour combattre l'inflation, il doit s'engager dans une voie différente de celle suivie jusqu'à ce jour, inefficace et dangereuse pour l'économie nationale. Le gouvernement et le CNPF seraient évidemment enchantés d'obtenir l'accord de la CGT. Ils en connaissent la valeur, mais comme je l'ai dit hier à M. Barre, personne n'a jamais obtenu cet accord gratis. Comme toute chose qui a une valeur importante, pour l'avoir, il faut y mettre le prix. La signature de la CGT, ça se paye. Que Georges Ségui parle ici à Saint-Ouen, qu'Ed Montmaire fasse lui son discours de rentrée le même jour à Lyon, cela peut paraître surprenant. On a plutôt l'habitude de voir la CGT et la CFDT marcher la main dans la main. Certes, il y a des grains de sable dans l'unité d'action syndicale, mais il ne faut rien exagérer. Ce qui est le plus important, c'est que face au nouveau gouvernement, les deux syndicats ne sachent guère sur quel pied danser. Alors, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas pour l'instant une plateforme d'action revendicative commune pour cette traditionnelle rentrée de septembre. Georges Ségui parle en syndicaliste,
Edmond Maire, lui, tient déjà un langage politique. Le grand thème du meeting de rentrée de la CFDT et de cet automne pour nous, c'est ne pas attendre 1978. C'est le piège que nous tend le patronat qui ne veut pas négocier actuellement parce qu'il croit, lui, que plus il y aura de tensions dans le pays, plus ça servira la droite au moment des élections. Nous pensons, nous, au contraire, que nous sommes un syndicat. Un syndicat n'existe que s'il obtient des résultats positifs au jour le jour, que s'il donne confiance aux travailleurs dans l'action syndicale. Et c'est même cette confiance qui renforce en même temps les chances de la gauche. Et si la gauche n'arrivait pas au pouvoir, car il n'est pas sûr qu'elle gagne, eh bien le syndicat, s'il fait bien son travail aujourd'hui, sera encore là demain pour être la sauvegarde des travailleurs. Voilà, et comme si ça ne suffisait pas, Georges Marchais a lui aussi tapé sur le clou. C'est un jugement très sévère que le secrétaire général du Parti communiste a porté sur le nouveau locataire de Matignon, Raymond Barre. Georges Marchais résumait ce matin pour les journalistes l'essentiel de son rapport hier devant le comité central de son parti, avec en prime une initiative, une lettre à François Mitterrand et à Robert Fabre pour une rencontre commune des partis de gauche. En revanche, pour lui, toujours pas question d'aller faire un petit tour à l'hôtel Matignon. Ce ne sont pas les salaires qui sont responsables, les coûts salariaux, si vous voulez, pour prendre un terme qu'on utilise davantage, qui sont responsables de l'inflation. Par conséquent, pourquoi voudriez-vous que le Parti communiste envisage le moindre appui à une politique qui vise à la fois à rendre la vie plus dure pour tous ceux qui travaillent et qui, en fin de compte, enfoncera davantage encore notre pays dans la crise. L'inflation est délibérément voulue. Voilà la vérité que l'on cache aux Français. L'inflation est délibérément voulue parce qu'elle procure aux grands monopoles des surprofits, qu'elle favorise leur amortissement, qu'elle élève d'une manière provisoire sans doute leur taux de profit, et qu'en même temps, cette inflation conduit à ruiner de petites entreprises et à faciliter ainsi la concentration. L'inflation est délibérément voulue par ce pouvoir. Il ne la combattra donc pas. Déjeuner politique aujourd'hui à l'Élysée, à la table de Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre, Raymond Barre, et les têtes de file de la majorité présidentielle, Olivier Guichard, Michel Poniatowski, Jean Le Canuet, Michel Durafour, ainsi que messieurs Fourcade et Leca. Le chef de l'État a demandé à ses invités de s'occuper en priorité de la lutte contre l'inflation et de tout faire au Parlement pour faciliter la tâche de Raymond Barre. Les élections, a dit Giscard, c'est pour plus tard. La Corse isolée du continent depuis hier, les marins CGT du car ferry Île-de-Beauté ont cessé le travail pour protester contre les rumeurs de vente du bateau. Par solidarité, les marins des autres navires de la Société nationale Corse Méditerranée sont également en grève. Les passagers ont dû soit prolonger leur séjour en Corse, soit emprunter la voie aérienne. Mais cet après-midi, les pistes de l'aéroport d'Ajaccio étaient bloquées par une manifestation de transporteurs routiers. Deux mois après la pollution de la ville de Seveso en Italie par une substance toxique, début aujourd'hui d'une expérience de décontamination. La firme suisse Givaudan, qui est responsable de cette pollution, a chargé les techniciens de recouvrir une portion du terrain et les murs d'une maison d'une émulsion à base d'huile. Cette émulsion devrait, au contact de rayons ultraviolets, détruire la substance toxique. À l'extérieur de la ville, une deuxième clinique a ouvert ses portes aux femmes enceintes qui souhaitent avorter à la suite de la pollution. Décidément, la Chine s'ouvre vers le monde extérieur, témoin ces images transmises par Pékin. Elles montrent une réunion de l'Assemblée qui doit prendre les mesures pour aider les victimes des tremblements de terre du mois dernier et constater par la même occasion le progrès des travaux de reconstruction déjà entrepris. Le Premier ministre chinois a assisté à la séance ainsi que les principaux leaders des provinces touchées. Un petit tour et puis s'en va. Henry Kissinger n'aura guère goûté les charmes de Paris. Arrivé dans la nuit, il est reparti en début d'après-midi. Il faut dire qu'entre-temps, il avait obtenu les rendez-vous qui l'intéressent. 2 heures à l'Élysée avec Valéry Giscard d'Estaing autour d'un café. Et puis 1 heure au Quai d'Orsay avec son collègue Louis de Guiringaud, dont c'était un peu la première prise de contact officielle avec l'actualité.
Henry Kissinger ne pouvait guère rester plus longtemps à Paris. Dès lundi, peut-être, après de brefs passages en Allemagne et aux États-Unis, il sera de nouveau à pied d'œuvre en Afrique pour essayer de servir de trait d'union entre, d'une part, l'Union sud-africaine, dont la politique d'apartheid est vivement combattue sur le continent, et puis d'autre part, la Tanzanie, l'un des chefs de file de cette opposition au régime sud-africain. M. Kissinger est venu tôt ce matin à l'Élysée, mais quand même après l'heure du petit déjeuner, pour parler avec le président de la République des problèmes africains. M. Kissinger sait que la France a une longue tradition africaine et conserve en Afrique une influence certaine. Pendant plus de 2 heures, M. Giscard d'Estaing et le ministre américain ont parlé aussi du Moyen-Orient, de la conférence Nord-Sud, de la prolifération nucléaire en général, mais pas de la vente de réacteurs nucléaires par la France au Pakistan. Nous n'avons pas discuté de vente en particulier, car aux États-Unis, nous sommes en train de réviser notre politique nucléaire nationale, dit M. Kissinger. Et je crois comprendre que la France est en train de faire la même chose. Nous allons certainement continuer à nous consulter là-dessus. Après ces entretiens de l'Élysée, M. Kissinger est allé au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, rendre visite à son nouvel occupant, M. Louis de Guiringaud. Nous avons continué avec le secrétaire d'État le tour d'horizon que M. Kissinger avait commencé avec le président de la République à l'Élysée. Nous avons précisé un certain nombre de points et en plus nous avons déterminé le programme de nos prochaines rencontres à New York et à Washington. Pour la semaine prochaine, les rendez-vous de M. Kissinger sont en Afrique. Quant au Premier ministre d'Afrique du Sud, M. Foster, il vient de rentrer dans son pays. L'évolution de la situation n'empêche pas qu'il y ait eu aujourd'hui encore des émeutes en Afrique du Sud. Mais malgré tout, la presse américaine est tentée de faire une sorte de parallèle historique, peut-être artificiel, en disant « Il y a 4 ans, Kissinger a réussi à faire la paix au Vietnam. Pourquoi ne réussirait-il pas cette fois-ci à convaincre M. Foster, que vous voyez, et à ramener la paix en Afrique ?» Ainsi, Henry Kissinger veut finir en beauté, convaincu qu'il est de n'être plus choisi en novembre par le prochain président des États-Unis, peut-être victime comme Talleyrand d'avoir gommé la politique des autres pour préférer la sienne. Après le Vietnam et le Moyen-Orient, dont certains disent que ce fut des succès pour lui, Kissinger tente au finish non pas de régler les problèmes des régimes rhodésiens et sud-africains, mais d'établir des garde-fous, des pare-feux durables à l'avance de l'influence soviétique en Afrique. Or, Henry Kissinger sait parfaitement que ces cartes sont biseautées. La Rhodésie et l'Afrique du Sud sont certes 2 bastions anticommunistes, 2 États imperméables à toute influence de l'Est, mais aussi 2 régimes fragiles et d'un racisme tellement avoué qu'il n'est guère possible, comme dans d'autres endroits du globe, de faire semblant de l'ignorer. Le secrétaire d'État américain est donc coincé, il n'est pas le seul d'ailleurs, entre sa raison, aider une minorité blanche incapable d'un geste de lèse-Occident, et sa morale, accordée à la majorité noire, son droit naturel de gouverner à droite ou, et sans doute, à gauche. Alors, Henry Kissinger tente d'organiser ce qu'on pourrait appeler un échange de tolérance. Par sa médiation, sa présence, il dessert l'étau que les nations, officiellement et par blocus à mailles larges, resserrent autour de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, le sourire au pestiféré. Mais en échange, il grignote auprès de ces régimes têtus quelques libertés pour les Noirs qui s'impatientent. Disons qu'après les petits pas, c'est la politique des petits gestes. C'est en tout cas le dernier pari de M. Kissinger. On pourrait bien reparler très vite de la soufrière, d'abord parce que l'évacuation des 72 000 Guadeloupéens a fait naître là-bas d'assez fortes tensions sociales. Plusieurs manifestations ont rassemblé aujourd'hui un certain nombre de mécontents. Puis ensuite parce que les scientifiques se montrent très inquiets de l'évolution des choses. Le rapport du CNRS, qui regroupe les conclusions d'un grand nombre de chercheurs, de spécialistes, remis tout à l'heure au secrétaire d'État Olivier Stern, ce rapport est assez alarmiste. Nous l'évoquerons tout à l'heure dans notre journal de 23 heures. Voilà, nous revoilà donc avec notre MiG-25 et son étonnant pilote, le lieutenant Belenko, le déserteur soviétique, qui va partir ce soir du Japon pour les États-Unis, où il a demandé l'asile politique. Sitôt la nouvelle connue, on n'a pas tardé à se rendre compte de l'importance de l'incroyable cadeau fait par le pilote à l'Occident. D'abord,
une petite démonstration de force tout à l'heure des soviétiques dont 9 avions ont survolé le Japon. Ensuite, le rire sous cape de la presse chinoise, ravie de ce bon tour joué à l'URSS. Le mutisme attendu de la presse soviétique. Et puis surtout la jubilation des services secrets occidentaux qui ne reviennent pas de l'aubaine. Cela faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas vu de près ce formidable avion aux incroyables performances. Tout cela à la suite de l'odyssée d'un modeste lieutenant qui voulait changer On croit d'air. savoir maintenant que le MiG-25 vient d'une base proche du lac Baïkal, en Sibérie centrale. Dès que l'appareil russe dépasse Vladivostok, il est repéré par les radars japonais. Il est 4h11 GMT. 13 minutes plus tard, le contrôle aérien avertit le pilote en russe qu'il va pénétrer dans l'espace aérien japonais. Le MiG ne répond pas. 2 chasseurs Phantom japonais décollent aussitôt pour l'intercepter. Soudain, le MiG disparaît des écrans radars et échappe au Phantom. Il réapparaît au-dessus de l'aéroport d'Hakodate, le survole 3 fois, se pose, dépasse la piste, s'arrête enfin. Le pilote tire en l'air 3 fois avec son revolver quand la police japonaise s'approche, puis accepte de se rendre en exigeant que le MiG soit recouvert d'une bâche, pour des raisons de sécurité, dit-il. Il s'identifie, il est le lieutenant Viktor Ivanovitch Belenko, 29 ans. Il dit d'abord qu'il s'est posé en catastrophe parce qu'à court d'essence. Puis il avoue qu'il demande l'asile politique aux États-Unis. Il ajoutera même plus tard qu'il préparait sa défection depuis 2 ans et qu'il avait décidé de livrer un MiG-25 en parfait état. Cet atterrissage du MiG-25, c'est vraiment une aubaine pour les services de renseignement occidentaux. Pensez donc l'avion soviétique le plus rapide du monde, 3 fois la vitesse du son, celui qui vole le plus haut, 36 km d'altitude, le record du monde, et tout cela en partant du sol avec ses propres moyens. Si aujourd'hui le MiG-25 est pratiquement invulnérable, on peut se demander quand même si le pilote Viktor Belenko a vraiment voulu rejoindre l'Occident. Hier, au salon de l'aviation anglais, à Farnborough où j'étais, les experts pensaient qu'après tout, le MiG-25 n'est pas si invulnérable que cela. Première hypothèse, les 2 chasseurs japonais Phantom de construction américaine auraient obligé le pilote russe à suivre une direction précise pour leur échapper et du coup il se serait retrouvé à court de carburant, obligé de se poser. Ou encore, les Chinois en face auraient complètement brouillé le radar du MiG-25 et le déroutant ainsi vers le Japon. Ces 2 premières hypothèses expliqueraient l'attitude étrange du pilote après l'atterrissage. Enfin, on se demandait si ce MiG-25 était bien le dernier en date de sa série et non un avion déjà ancien d'une dizaine d'années avec de l'électronique, des radars et un armement dépassé. Du coup, l'avion américain, le F-15, que vous allez voir ici au décollage, filmé hier en Angleterre, semblerait avec un bon armement compétitif avec le MiG-25. Cet atterrissage providentiel ne serait alors qu'une manœuvre d'intoxication des soviétiques, faisant croire aux Américains qu'ils avaient en main, par japonais interposés, les derniers secrets russes. De même pour un autre avion, le F-14 de la marine américaine, le voici, embarqué sur un porte-avions, lui aussi se serait retrouvé pratiquement de même force que le MiG-25. Vous voyez que ce serait une belle manœuvre d'intoxication, mais il est peu probable que les experts qui le photographient, le MiG-25 à Hakodate, se laissent prendre. Surtout qu'il existe, aux États-Unis, un vrai rival à l'appareil russe. Vous allez le voir maintenant. C'est un oiseau noir, le Lockheed SR-71. Avion de reconnaissance américain, non armé, mais de performance équivalente au MiG-25. Lui aussi vient de battre des records du monde. Lui aussi est extraordinaire. Lui aussi existe en petite quantité, une trentaine d'avions seulement. Quelle que soit la vérité sur cette histoire du MiG-25, c'est quand même une belle prise pour les stratèges. Ce MiG-25, surtout intéressant en ceci qu'il a défrayé l'opinion depuis quelques mois, car on dit qu'il survole aussi bien l'Europe que les pays du Moyen-Orient à très haute altitude et qu'on ne peut pas l'intercepter. Eh bien, je crois que ceci est vrai. Alors, quelle sera la valeur pour les services occidentaux de pouvoir examiner ce MiG? Sur le plan technique, modeste. Le MiG, on le connaît, ce MiG-25, mais il est toujours bon de savoir dans certains domaines, particulièrement l'électronique, les circuits imprimés, le radar, les câblages, où en est l'autre. Mais à mon avis, ça ne va pas plus loin. L'intérêt de l'affaire n'est pas dans le domaine de la technique. Donc, pour les services américains, le véritable bénéfice de cette histoire sera plus le pilote que l'avion. À mon avis, beaucoup plus, sans compter que le pilote, ça peut parler ensuite. Si dans les déclarations que donnent les nouvelles d'agence, il est vrai qu'il prétend avoir décidé depuis plusieurs années de rejoindre
les États-Unis, il semblerait qu'on soit là devant un succès assez étonnant des services de renseignement américains. Et je crois que dans cette affaire, c'est ça qui est important, c'est le choc psychologique. Pour l'instant, le pilote soviétique est dans un endroit secret près de Tokyo. Il partira pour les États-Unis, où il a officiellement obtenu le statut de réfugié politique, ce soir ou demain matin. Mais on craint tant à Tokyo qu'à Washington de vives réactions de Moscou. Rappelez-vous, au moment de l'incident de l'U-2 américain, abattu au-dessus de la Russie, le sommet Eisenhower-Khrouchtchev avait été brutalement annulé par les Soviétiques. Aujourd'hui, les Américains craignent que l'Union soviétique ne cherche à se venger de l'affront causé par la défection du lieutenant Belenko et de son MiG, en durcissant son attitude pour ce qui est du désarmement stratégique, par exemple, ou de la réduction des forces en Europe. Pour les Japonais, qui rendront sans doute le MiG à l'Union soviétique après l'avoir minutieusement examiné, les risques sont grands aussi. Certes, le Japon est l'allié des États-Unis, mais une des bases de la politique étrangère japonaise a toujours été de garder d'aussi bonnes relations avec l'Union soviétique qu'avec la Chine. Déjà, 9 avions, très certainement russes, ont été signalés tout près des côtes du Japon. Pour l'instant, aucune réaction officielle de Moscou, aucune mention de la défection de Belenko dans la presse soviétique. À Tokyo, on se demande si ce calme va durer. Ah, c'est quand même une belle histoire. Belle histoire aussi que celle de Niki Lauda dont j'apprends à l'instant qu'il a décidé de recourir dès dimanche, moins de 2 mois après son terrible accident du Nürburgring. Après quelques essais cet après-midi, il s'alignera donc au départ du Grand Prix d'Italie. La météo maintenant, eh bien, il fera assez beau, même très beau, ensoleillé sur l'ensemble du pays, et les températures vont même continuer de monter. Voilà, fin de ce journal. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à vous l'offrir, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, et puis tout de suite le rappel des grands titres qui arrive. Charpentier après Matignon, la rencontre aura une suite. CGT et CFDT, les leaders en première ligne. Henry Kissinger, voyage en Afrique dès lundi. MiG-25 soviétique, le Japon craint des réactions. 23h30, le dernier journal d'Antenne 2.